Entre parenthèses, l'émission Parentalité d'UGOP Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, dans notre émission Entre parenthèses pour aider les parents, on accueille Clara Chapon. Bonjour Clara. Bonjour. Merci de revenir au micro d'UGOP Radio. Pour ceux qui n'auraient pas vu tes précédentes interventions, est-ce que tu peux te représenter s'il te plaît ? Regardez les autres vidéos s'il vous plaît. Du coup, je m'appelle Clara, je suis sophrologue pour enfants. La sophrologie, donc c'est une thérapie qui est verbale et non tactile. Et on aborde 3 grandes techniques, la respiration, la relaxation et la visualisation positive. Voilà, le principe, c'est d'apprendre à écouter son corps pour pouvoir reconnaître quand on ressent certaines émotions, du stress, etc., pour pouvoir après les gérer et les tempérer avec des exercices de respiration. Et donc toi, tu es spécialisée dans le travail avec les enfants. Exactement, de 5 ans à 16-17 ans, quoi. Ok, ouais, ça quand même. Ouais, enfants, adolescents, même si je reçois plus entre 5 et 12. Ok, d'accord. Ouais, les ados sont moins... Pour l'instant, ouais, on va avoir le paquet de brevets bientôt. Donc... Ils vont tous venir, s'il vous plaît, je suis stressée. Ça va être un peu ça, je pense. Ouais, il y a moyen. Bon, aujourd'hui, notre émission, elle va se centrer sur la question des étiquettes qu'on pose sur les enfants. Parce qu'en fait, on a beaucoup tendance, déjà chez les adultes, mais aussi chez les enfants, à les catégoriser. Et c'est quelque chose qui revient très souvent, et je pense que même toi, c'est quelque chose auquel tu as peut-être affaire dans ton cabinet. Donc, on va se concentrer sur ça. Donc, quand on parle d'étiquettes, on pense notamment à l'effet Pygmalion. Est-ce que tu peux nous expliquer donc en quoi ça consiste ? Et est-ce que ça révèle en fait de notre tendance à poser des étiquettes ? En fait, l'effet Pygmalion, c'est vraiment notre vision, nos actions qui vont engendrer une pensée chez, par exemple, on est parent, une pensée chez un enfant, et qui va, ça va modifier ses actions par rapport à notre pensée. C'est-à-dire que si on se dit que notre enfant, si on lui dit « ouais, tu vas y arriver, on a confiance en toi, on sait que tu vas réussir », on va lui montrer qu'on croit en lui, du coup, il va croire plus en lui, du coup, il va avoir des actions plus positives qui vont fonctionner. Et inversement, si on lui dit « ah non, par exemple, cet enfant, il a mis longtemps à apprendre à lire, sa scolarité, ça va être difficile ». Voilà, c'est sûr que s'il entend ça, il va être dans l'échec, etc. Et ça va être difficile pour lui de remonter parce qu'un adulte, entre guillemets, compétent aura dit ça de lui. Est-ce que toi, tu as des étiquettes comme ça qu'on t'a mises peut-être quand tu étais enfant et qui du coup ont persisté ? Pas spécifiquement, mais on m'a beaucoup montré que l'adulte savait, l'enfant ne savait pas. Ok. Donc c'était un peu, pour moi, du coup, quand un adulte disait quelque chose, c'est « ah il a raison, c'est un adulte, il pense ça, ok, bon, ça ». Alors qu'en fait, pas du tout, mais ça peut avoir encore maintenant, des relations quand il y a des gens qui se positionnent, on dit en sachant, et tout de suite ça me... ok, je n'aime pas. Ça me plaît pas. Voilà, je n'aime pas cette situation, je n'aime pas cette personne, c'est pas grave. Voilà. Mais c'est sûr que ça a un impact. Et encore, je m'en suis rendu compte là, il y a 1 an, même pas. Oui, ça persiste dans le temps. Moi, je sais que on a très vite fait comprendre que je suis très très douée dans tout ce qui est, on va dire, français et tout. Par contre, Angéline, elle est nulle en maths. Du coup, je me suis mise à détester les maths, alors que je ne suis pas si mauvaise que ça, mais je me suis mise à détester les maths et en 4e, je savais que je ne ferais plus de maths. Dès que je pourrais arrêter, j'arrêterais. Ouais. Et c'est resté. Et aujourd'hui, dès que j'entends des chiffres, je suis en mode non, débrouillez-vous sans moi. Alors que ça se trouve, t'aurais excellé et c'était juste peut-être une notion ou une année où c'était un peu difficile. Et en fait, au lieu de t'accompagner dans cette difficulté, ils t'ont juste dit non, mais. C'est pas fait pour toi. Laisse tomber, concentre-toi sur le reste. C'est dramatique. Oui. Et même, ça se voit énormément. Je pense que ça joue beaucoup parce que dans les personnes qui sont par exemple avec moi à l'université, il y a un profil de personne. Je sais pas, il y a d'autres billets, il y a aussi des billets par rapport au genre, etc. Mais moi je vois dans notre fac, on est essentiellement des filles et dès qu'on nous parle de maths, on dit ah non, j'aime pas ça, alors que ça se trouve, on se débrouillerait très bien. Mais en fait, on s'est du coup dirigé vers des trucs où on était sûr de pas avoir les choses dont on nous a dit qu'on n'était pas fort dedans, quoi. Ouais, ça c'est... Ça joue encore beaucoup. Ouais, faut s'en détacher, ce qui est pas facile. Mais après, si t'en as pas besoin, tant mieux. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué de se détacher de ça, d'où l'importance de ne pas en mettre. Essayer d'en mettre le moins possible.
Et c'est vrai qu'on pose toutes sortes d'étiquettes sur les enfants. Donc le classique, mon enfant n'est pas bon en maths, mon enfant est timide, mon enfant a du mal à apprendre à lire. Mais il y a des adultes qui vont jusqu'à parfois poser un diagnostic sur certains enfants avec des termes comme HPI, TDAH ou TSA. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se cache derrière ces termes ? Oui, alors on a HPI et HPE, très à la mode en ce moment. Donc on a haut potentiel intellectuel et haut potentiel émotionnel. Donc voilà, donc c'est des intelligences, des enfants qui sont très intelligents. Et en fait, c'est maintenant très à la mode d'avoir un enfant qui est... ça a toujours été, hein, mais encore plus maintenant qu'il y a une étiquette qui est HPI ou qui est HPE. Donc ça veut dire que normalement, c'est des diagnostics qui sont faits par des médecins, pas par des parents. Donc oui, peut-être que votre enfant a une facilité, peut-être qu'il l'est, faites-le diagnostiquer. Et au lieu de dire à tout le monde, oui, mon enfant est HPI, mettez en place des choses pour que lui se développe. C'est-à-dire que c'est, voilà, aidez-le, au lieu de lui mettre une étiquette en disant non, mais de toute façon, toi, t'es HPI, donc c'est normal que tu vives ça comme ça. Non. Ok, on va t'aider, t'es curieux, on va t'acheter des livres, on va aller à la bibliothèque, on va faire des expositions pour que tu comprennes, pour que tu apprennes, parce que t'as cette soif-là. Donc, encouragez plus. Voilà, pour tout ça. TDAH, trouble de l'attention ou trouble de l'attention et de l'hyperactivité. Pareil. Aidez-le à gérer au lieu de lui mettre une étiquette en disant oui, mais mon fils, il est TDA, vous n'avez pas un truc là pour le calmer ? Non. C'est sa personnalité, voilà, il est comme ça. On peut lui donner des outils pour lui, s'il en a besoin, parce que lui, il le vit mal, mais on va plus être dans l'accompagnement que ça. Et encore, à nos époques, c'était des médicaments pour réduire l'hyperactivité, etc. Maintenant, on essaye d'aller vers d'autres choses, ce qui est cool, mais voilà, c'est ça. Et TSA, trouble du syndrome autistique. Donc là, c'est pareil, il y a plein de degrés. Ça dépend de chaque enfant. Et toujours, amenez-le vers des choses qui sont faites pour lui, sans le laisser dans cette étiquette-là, en disant « Oui, t'es différent. » Oui, c'est bien d'être différent. C'est important d'être différent. On est tous différents. Mais voilà, quelles sont tes forces ? Accompagnez-le dans ses forces, en fait, au lieu de que quelque part, à chaque fois, c'est un prétexte. Oui, mais mon enfant, il est ceci, il est cela. Et du coup, ça réduit un peu pour les enfants. Exactement. Donc moi, mon conseil, c'est vraiment essayer de lui faire développer, cultiver justement cette différence entre guillemets pour qu'il s'épanouisse et qu'il en vive bien. C'est pas, on n'est pas que ça. Enfin, oui. Moi, parfois, j'aimerais dire aux parents. Enfin, c'est comme si à l'âge adulte, on disait bonjour, Pierre. Il est TDA et Marie, elle est HPI. Non, on ne présente pas des gens comme ça. Pourquoi on présente des enfants comme ça ? En fait, parfois, je trouve que c'est ridicule. C'est vraiment la première chose que quand je vois un parent, quand je rencontre pour la première fois un parent, il me dit oui, mon enfant est TDA. Ok. Ça va pas changer grand-chose. Enfin, on va travailler la problématique pour laquelle il vient. Ma séance, elle sera certes plus courte, parce que ça va être elle sera adaptée. Compliqué, mais parce que je vais suivre son rythme. Mais sinon, le reste, ça va pas changer, parce que c'est un enfant comme un autre. Juste, c'est difficile pour lui de se concentrer. Ok, c'est pas grave. HPI, HPE, c'est pareil. Et hypersensible aussi. Il y a beaucoup de hypersensibles. C'est quand un enfant a des émotions, beaucoup d'émotions, il est un peu hypersensible. Non, il a des émotions. C'est comme bien. Un enfant. Il est sensible, voilà. Il est juste sensible. Cultivons encore ça. Les enfants, la sensibilité, hyper important. Apprenez-lui à gérer ses émotions, à dire que c'est bien d'avoir des émotions. C'est pas parce qu'il ressent des émotions qu'il est hypersensible. Puis même s'il était hypersensible. C'est bien, pareil, adapté autour, en fait. Ouais, parce qu'en plus, poser une étiquette, c'est un petit côté... on te met dans une catégorie, mais du coup, on te dit aussi que tu as un trouble. C'est ça. Et il y a beaucoup aussi au niveau des diagnostics des parents. Moi, je vois plein de trucs sur Insta, sur TikTok et tout. Bon, si votre enfant fait ça, il est ceci. Mais c'est pas forcément des professionnels. Et en fait, c'est bizarre, mais du coup, tout le monde va se retrouver dans ces trucs. Et tout le monde va dire « Ah oui, moi aussi, mon enfant, il est ceci, il est cela, il est cela. » Et en fait, ouais, mais c'est pas un vrai diagnostic. Et s'ils mettent, je sais pas, les trucs les plus classiques, mon enfant a du mal à se concentrer. Oui, en général, quand on a 8 ans, se concentrer pendant 2 heures, c'est hyper compliqué. Les enfants, ils vont cocher cette case hyper facilement. C'est ça, c'est en fonction des âges. Et puis, il peut y avoir une période... Moi, je me souviens, mon petit frère, quand il était, je sais pas, il devait avoir 6-7 ans, un enfer. Il courait partout, tout le temps. Vraiment, il faisait foot, judo. Il rentrait à la maison, il courait dans la maison, mais pendant 1h30. Et on se disait tous, mais
Comment c'est possible? Mais c'est son âge. Il n'est pas hyperactif maintenant, il est calme, il arrive à passer une journée au travail sans courir partout. Et voilà. Mais en fait, c'est vrai qu'on s'est tous fait cette réflexion. Wow, enfin, il a beaucoup d'énergie. C'est sa personnalité, c'est un moment où il a beaucoup d'énergie. Ok, il décharge, tant mieux. Mais ça ne veut pas dire qu'il est hyperactif et qu'il faut... Voilà. Ça dépend de chaque enfant, de l'âge. Oui, un enfant, concentrer toute une journée à l'école, c'est impossible. Ouais. Et même un adulte, c'est hyper compliqué. Donc... il n'y a aucun problème forcément, en fait. Ouais, c'est pas forcément un trouble. Non. Vraiment, loin de là. Est-ce qu'il y a des cas que toi, tu retrouves plus souvent en consultation? De vrais ou de faux étiquetages? Les TDA. Ouais. Pas mal. HPI, j'en ai pas trop, mais c'est pas dit comme ça. Ok. On suspecte peut-être, donc on ira le faire tester, parce que je crois que c'est à partir de 7 ans, quelque chose comme ça, que vraiment on peut faire diagnostiquer. Donc on verra, mais la maîtresse nous a dit qu'il apprenait très vite. Voilà, c'est des choses comme ça où je me dis, ok. Tant mieux pour lui. Tant mieux, du coup, trouver des activités pour qu'il continue à développer cet apprentissage. Et TDA, oui, mais en vrai, donc, quand les parents me disent, oui, mon fils et tout, il est TDA ou TDAH, donc il est hyperactif, je le note un peu par principe pour leur faire plaisir, parce que moi, ça ne changera rien, mon accompagnement. Et en fait, je le vois tout de suite en séance. Oui. Sur les 10, il doit y en avoir 2 qui sont hyperactifs. Oui, t'as pas de... ne serait-ce qu'en discutant avec l'enfant et pendant ta séance, tu vas faire « Ah bah oui, même si on m'avait pas dit le truc, je m'en serais rendu compte. » Oui, quand je parle d'un enfant qui ne tient pas en place, vraiment, ou quand on fait l'exercice, quand on fait un exercice de sophro, il y a du mouvement, mais on essaye de se poser entre chaque mouvement, d'être calme, etc. Là, c'est impossible. C'est se retourner, c'est gratter un peu le mur, c'est machin, c'est se balancer, aller chercher une peluche, aller faire ci. Puis entre les exercices, parfois, donc j'ai un tapis qui est un peu à poil long, un peu doux, c'est se rouler sur le tapis. c'est tout et n'importe quoi. Et là, tu dis, oui, bon, il est pas actif. Je comprends. Mais sinon, s'il arrive à rester statique sans rien faire, juste si c'est un enfant. Tout va bien. Je vous le confirme, c'est un enfant. Pourquoi est-ce que tu penses que les parents ont tendance à mettre des étiquettes sur leurs enfants? Je pense que c'est rassurant pour eux de le mettre dans une case. Alors c'est marrant parce qu'on est dans une société où on veut un peu sortir des cases, arrêter de mettre des étiquettes et de mettre les gens dans des cases en disant on est tous différents, c'est bien, il faut arrêter de mettre des étiquettes. Et on a les parents qui sont là en disant oui mais quand même, petite case, c'est bien, je sais ce qu'il a. Et puis il y a aussi cet effet de mode, c'est mon fils ou ma fille, elle est HPI, etc. Et tu dis super. Moi perso, c'est pas quelque chose qui est important, mais il y a des parents qui ont besoin que leur enfant soit exceptionnel, que leur enfant soit plus fort que les autres, soit plus intelligent que les autres, etc. Alors qu'en fait, on a tous des facilités dans un domaine, des difficultés dans d'autres. Dans ces cas-là, on est tous HPI dans quelque chose et donc c'est aussi ça. Mais c'est qu'en plus les enfants, ça peut. Moi, je voyais une fille qui son frère était HPI et en fait, elle avait pas passé le test, mais elle se comparait sans cesse à son frère. Est-ce que moi je le suis, j'ai envie de passer le test, mais si je le suis pas, c'est-à-dire que je suis moins intelligente, c'est-à-dire que je suis moins bien, ça veut dire que si, mais si je le fais et que je le suis, j'ai quand même des moins bonnes notes que lui, donc ça veut dire que je suis moins... Et c'était tout un débat autour de ça, et je me disais, c'est fou, en fait, que ça en vienne... Du coup, ça va créer d'autres problématiques derrière, parce que si t'as une fratrie, tu peux avoir ça. Alors pourquoi mon frère ou ma sœur, elle est HPI et pas moi? Et alors que juste, pour moi, c'est ok, c'est bien, il est HPI, il est très intelligent. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour l'aider à se développer? Ça veut dire qu'à l'école, il va peut-être s'ennuyer plus vite parce qu'il apprendra plus facilement. Donc, vers quoi on peut l'emmener pour qu'il développe ce talent, entre guillemets? Pas créer des fossés entre les gens. Ouais, en fait, ça rassure plus les parents que les enfants quand même. Je pense que c'est beaucoup plus pour les parents que pour les enfants. Ouais, après, tu sens que t'es dans une case, donc que t'es différent des autres et que on va te traiter différemment et tout. Et ça, les enfants, ils s'en rendent compte en plus hyper vite. Ils le ressentent tout de suite, quoi. C'est ça. Mais d'un côté, il y a une belle solidarité entre eux. Donc, s'il y en a un qui est différent, qui a besoin d'aide, ils vont être capables de l'aider, d'y aller naturellement. Et d'un autre côté, parfois, la différence, elle fait peur. Donc, il y a le rejet et ce truc où l'enfant, il a rien demandé à personne. C'est juste ses parents qui ont voulu faire un test. Parce que du coup, tu nous as dit
HPI et HPE. Est-ce Oui. que tu peux expliquer ce que c'est HPE? HPE, c'est haut potentiel émotionnel. Ok. C'est quelqu'un qui a des facilités dans, ça va être plus les relations humaines, les émotions, un peu hypersensible, etc. C'est... Voilà. Je n'ai même pas les mots pour expliquer. C'est juste un être humain. C'est un humain qui aime le contact. Voilà, qui va être très sensible aux émotions, très sensible à l'autre, etc. Qui va être plus dans la sensibilité. Oui, qui est attentif aux autres, Voilà, à ce qu'il ressent, quoi. Ouais, là encore, souvent c'est un enfant, parce que c'est vrai que autant les adultes, on a tendance à souvent cacher ce qu'on ressent, etc. Et on se dit toujours, je vais pas aller voir cette personne qui pleure parce que peut-être que je vais la mettre mal à l'aise et tout. Un enfant, quand il nous voit pleurer, il vient vers nous et il nous dit, qu'est-ce qu'il y a? Et ça, c'est génial. Ouais. Parce que c'est toute la spontanéité et le naturel de l'enfant qui va au-delà de la barrière sociale, entre guillemets, on n'a pas le droit d'aider ou de faire ça parce que ça serait peut-être mal vu. Lui, il y va parce que ça le touche. Ouais. Et que pourquoi t'es triste? Ou, tout est pourquoi t'es en colère? Qu'est-ce qui t'a mis en colère? Et ils vont te raconter un truc qui les a rendus tristes aussi. Et tu te dis, c'est tellement mignon. Ouais. Naturellement, ils ont ce truc d'aller vers les autres et d'être aussi sensible aux émotions des autres. Donc, ce qu'il y a besoin de leur dire, tu es ceci, donc c'est pour ça que tu es sensible aux émotions des autres. Non. Peut-être pas. Non, je pense pas. Peut-être juste les encourager dans cette voie. Exactement, toujours. Moi, je pense que c'est le plus important, c'est de les encourager et de les stimuler un maximum et qu'ils comprennent ce qu'ils ressentent. En fait, de leur expliquer aussi, peut-être parfois tu te sens différent, parce que c'est pareil, pour le trouble autistique, il y a plein de niveaux et il y a des personnes qui vont pas savoir qu'ils le sont parce que c'est très très léger, mais qui vont toujours se sentir à côté ou différents des autres. Et qui en fait, le jour où on va le diagnostiquer, ça va leur permettre de comprendre pourquoi ils ont agi comme ça, pourquoi ils se sentaient aussi différents ou aussi à côté, ou que il y a aussi ce truc que en plus plus on grandit, plus quand on est enfant et qu'on devient adolescent, on va se comparer aux autres, et si on ressent pas les mêmes choses, on dit ok, il y a quelque chose qui cloche, ça va pas, etc. Et en fait de se rendre compte que non, c'est normal, juste oui, la personne a été faite différemment, donc faite différemment. Entendez ce que je veux dire, mais que du coup voilà, elle est un peu sur le trouble, donc c'est normal qu'elle ressente ça. Et en fait du coup ça peut révéler des personnes parce qu'elles se rendent compte que ok, il y a une explication, c'est parce que je suis ça que je ressens ça. Donc ça peut être bien, mais juste expliquer. Ouais. En fait c'est bien peut-être quand c'est la personne qui fait la démarche que vraiment si un adulte qui le dit voilà, on va faire un test parce que moi je trouve que ça, alors que si nous-mêmes on fait la démarche, peut-être qu'à 7 ans, on pense pas à faire cette démarche-là, mais au fur et à mesure, en grandissant, et comme tu as dit, pendant l'adolescence, on peut se dire, ça pourrait être intéressant de savoir. C'est ça, et les parents peuvent l'amener aussi en disant, voilà, peut-être que tu te sens un peu comme ça, peut-être que tu te sens aussi un peu comme ça. Si tu veux, on peut aller vérifier, machin, ou s'ils veulent le diagnostiquer à 7 ans, qu'ils le diagnostiquent, mais qu'ils expliquent ce que ça veut dire. Ouais. Peut-être que parfois, tu te sentiras un peu à côté dans ces moments-là, ou peut-être que tu vas apprendre plus vite que les autres. Et on trouvera des solutions. Enfin voilà, essayer de toujours d'être dans la entre guillemets bienveillance et de l'accompagner dans l'accompagnement en expliquant, en mettant des choses en place concrètes pour l'aider, parce que le but c'est quand même ça. Les enfants sont pas, les parents, il faut pas faire un enfant juste pour le parent. Oui. Voilà, si on fait un enfant, c'est qu'il y a des conséquences derrière et qu'il faut, c'est pour son bien-être à lui. Donc faire la part des choses. Je vais mettre tous les parents à dos. Justement, pour les enfants qui ont une réelle particularité, toi, qu'est-ce que tu peux mettre en place en séance avec eux? C'est très... Ça dépend. Ça dépend des personnalités, ça dépend des enfants, parce qu'il y en a où il faudra que ce qu'ils vont... En fait, je le vois au fur et à mesure des séances, ils vont aimer plus d'exercices qui sont très dynamiques. Donc, je vais faire pas d'exercices où on est très posé. J'en fais toujours un peu pour qu'ils puissent les utiliser quand ils sont à l'école, sans se lever et sauter dans tous les sens, qu'ils puissent le faire discrètement, parce que je trouve que c'est important d'avoir ces outils-là. Mais je vais être sur plus de dynamique. Voilà. Okay. Des histoires plus courtes et plus de dynamique. Et en général, pendant l'histoire, je leur donne, j'ai plein de peluches, etc. Je leur dis, tu peux prendre une peluche si tu veux. Eux, j'essaye de pas trop. Ça fait 2 distractions. Compliqué. Ça commence à faire beaucoup. Voilà, ça commence à faire beaucoup, mais voilà, du coup mes séances, elles durent parfois 30 minutes, c'est pas grave, c'est ok. Voilà, tu adaptes. C'est ça, je m'adapte à chaque fois. Et il y a des enfants qui vont avoir besoin de prendre plus de temps, on va plus expliquer.
parler de ce qu'ils ressentent, etc. Prendre vraiment du temps parce qu'ils ont besoin de comprendre dans leur personnalité aussi. Oui, c'est vrai que en plus, quand on pense à la sophrologie, on se dit que ce sont des exercices très calmes, on doit être très centré sur soi, etc. Donc c'est vrai qu'à mettre en place dans ces cas-là, c'est pas forcément évident. Non, c'est un peu compliqué. Et c'est toujours le moment où on a fait l'exercice et après, moi, je demande à ce qu'on se pose pour écouter son corps. Mais là, c'est compliqué. Ouais. C'est là où je dis, OK, on va fermer les yeux, prendre une grande respiration et je sens qu'il y a les bras qui commencent à bouger. Même pour moi, parfois, c'est compliqué parce que j'ai tellement envie de transmettre et c'est frustrant de voir que l'enfant, il entend, il capte. Donc, en fait, je devrais même pas me prendre la tête, mais je le vois tellement faire des trucs en face de moi. Je me dis, il va rien retenir. C'est terrible, c'est terrible. Alors qu'en fait, ils retiennent tout. Ouais. Mais moi, parfois, je me dis, OK, lâche prise. Tout va bien se passer. Stop. Mais t'arrives quand même à... Tu vois, comme tu dis, t'adaptes. De toute façon, dans tous les cas, même en dehors de ces particularités-là, je pense que dans tous les cas, chaque enfant a sa personnalité. Donc, tu peux pas faire un exercice et qui va fonctionner pour tout le monde. Non, et ça, je leur dis aussi. Il y a des exercices que vous n'allez pas aimer. Comme moi, il y a des exercices que je fais que j'aime pas, mais je les fais parce que je sais qu'il y a d'autres enfants qui les aiment. Mais il y a des exercices qu'on fera que vous aimerez pas, peut-être en séance, et quand vous les referez à la maison, vous allez les aimer. Et peut-être vous les aimerez pas du tout. Et c'est OK. Et moi, je veux quand même que vous me le disiez. Je serais pas avec, c'est pas mes exercices. c'est pas moi qui les ai inventés. C'est moi qui les ai inventés. Donc vraiment, dites-moi, je comprends, moi aussi. Il y en a que j'aime pas, donc c'est OK. Et on fera d'autres choses. Et du coup, moi, ça me permet aussi de me dire, OK, il a pas aimé peut-être pour ça. Du coup, je referai pas ce genre d'exercice, mais j'en ferai d'autres. Et ça permet d'avancer et d'être encore plus 100% sur l'enfant et sa personnalité, quoi. Du coup, on arrive sur la fin de notre émission et donc sur la dernière question. Quel conseil est-ce que tu donnerais soit aux parents, donc pour qu'ils ne catégorisent pas leur enfant, ou alors aux enfants qui sont étiquetés? Pour les parents, c'est ce que je disais, c'est si vous faites le test, expliquez ce que potentiellement il peut vivre et ressentir, et donnez-lui des outils à côté pour qu'il le vive mieux, et de pas dire bonjour, c'est mon fils Jérôme. Jérôme, parce que c'est le seul exemple qui me vient de la tête. Jérôme, il est TDA. Non, il est tellement d'autres choses. Oui. Voilà. C'est comme, oui, ma fille, elle est méchante quand elle se met en colère. Non, elle n'est pas méchante. Non, elle se met juste en colère. Et c'est toi qui te dis qu'elle est méchante. Donc tu lui fais penser que quand elle se met en colère, elle est méchante. Enfin, voilà. Donc ils sont plein d'autres choses que ça. Voici mon fils, voici ma fille. Et c'est sa personnalité est comme ça, donc voilà, plus essayer. Et pour les enfants, d'accepter, parce que si c'est ça, et d'essayer de vraiment vivre avec et d'aller demander des ressources autour de soi, en fait, pour apprendre ce que c'est, pour voir comment on se sent dedans, et pour cultiver ses forces, parce que ça en est quand même. Oui, puis aujourd'hui, je pense qu'il y a un nombre de ressources suffisant pour que chacun puisse trouver oui, ce qui lui convient. Écoute, merci beaucoup Clara pour tous ces conseils et pour avoir éclairci tout ça, parce qu'en fait, il y a tellement d'étiquettes que parfois on ne sait plus très bien ce qui désigne quoi. Donc merci beaucoup. Avec plaisir. Merci d'être venue au micro du GOP Radio. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, sur Internet, juste en tapant mon nom et mon prénom, Clara Chapon, vous trouverez tout. Et après, en cabinet, donc moi je suis dans le 12e à Michel-Bizot, les mercredis, samedis et dimanches. Parfait, on mettra tout ça dans la barre de description de la vidéo. Merci beaucoup Clara, merci aux auditeurs du GOP Radio. Vous pouvez également nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux. Et à très bientôt sur UGOP, la radio du tous. Entre parenthèses, l'émission Parentalité du GOP Radio.